Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes donc dans le service de gynéco-obstétrique de l'hôpital de Zeralda Alger-Ouest et nous sommes avec le professeur maître de conférence A, professeur Merouche. Professeur Merouche, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur maître de conférence A en gynécologie obstétrique. Oui. Et vous êtes aussi chef de service par intérim de l'hôpital de Zeralda, donc Alger-Ouest. C'est cela. Merci d'avoir reçu l'équipe YAG Events au niveau de votre service. Je vous remercie aussi de cette interview, si on veut, de cette vidéo. Ouais. Pour rappel, donc l'agence YAG Events est une agence de communication médicale qui a pour vocation la promotion de la santé publique. Voilà. Et donc, justement, pour rester dans ce contexte-là, nous vous avons choisi pour débattre des infections génitales basses chez la femme, étant donné que c'est une pathologie très importante. Oui, alors voilà, les infections génitales basses chez la femme est un motif de consultation qui est très très important. Souvent, ces infections-là vont commencer à apparaître juste après la puberté, si on veut, et ces infections vont être de plus en plus importantes après le mariage, avec le début de l'activité sexuelle de la femme. Ça diminuera un petit peu après la ménopause, mais ça persistera quand même. Voilà. Alors, professeur Merouche, comment vous les diagnostiquez et surtout, quelle est la base du traitement de ces infections génitales? Alors, les infections génitales sont multiples. Elles sont dues à plusieurs germes. On a les plus fréquentes, c'est les infections génitales d'origine candidosique, c'est-à-dire dues à un champignon. Après, on aura les infections génitales dues aux bactéries, les bactériennes, et on a les infections virales. Le diagnostic des infections génitales est essentiellement clinique. Il ne nécessite pas d'exploration particulière au début. Alors, l'examen clinique, c'est surtout la différence entre la sémiologie des pertes, les pertes qu'on appelle en langage médical le corée. C'est leur aspect. Donc la clinique est primordiale. Elle est primordiale, elle est révélatrice en quelque sorte. Elle est révélatrice, c'est déjà la clinique, c'est le corée qui sont le motif de consultation. C'est que le corée-là peuvent être associés à d'autres signes. Les signes accompagnateurs, c'est essentiellement le prurit, ça veut dire le grattage vulvaire. Vaginal. Et on a les brûlures vaginales et les dyspareunies, ça veut dire les douleurs pendant les rapports. Alors, ce qui les différencie, c'est essentiellement les caractéristiques de ces leucorrhées. Comment elles sont, leur couleur, leur aspect et leur odeur. Alors, on va commencer par l'infection la plus fréquente, qui est l'infection à champignons, qu'on appelle le candida albicans. Il faut savoir que le candida est un champignon saprophyte, c'est-à-dire on l'a tout le monde a. C'est la plus fréquente. C'est la plus fréquente. On l'a. Toutes les femmes ont du candida, mais dans certains cas, il va devenir pathogène. Il va donner une infection. Dans les autres, il est là, il ne fait rien du tout. Alors, quels sont les facteurs favorisants? On a essentiellement... Pardon, professeur Merouche, et le candida, on peut l'avoir ailleurs que dans les parties génitales? Oui, parce qu'il est saprophyte. Il existe pratiquement partout. Voilà. Il existe sur la peau, il existe dans d'autres muqueuses. Et voilà, comme la bouche, il est saprophyte. Mais dans certaines situations, il va devenir pathogène. Quelles sont ces situations-là? Essentiellement, on a la grossesse, la contraception orale, le diabète et aussi la prise d'antibiotiques, laquelle c'est essentiellement les bêta-lactamines.
C'est pour ça que souvent, des femmes, après avoir fait une angine par exemple, ou une infection pulmonaire, et après avoir pris de l'amoxicilline ou une céphalosporine, une bêta-lactamine, elles se retrouvent avec une infection. Mais cette infection-là, elle est secondaire à une déstabilisation de sa flore vaginale et avec une recrudescence de ce candida. Comment il va se manifester? Il va se manifester par un prurite. Ouais. C'est essentiellement ça qui dérange la femme. Exact. Après, on a les leucorrhées. Les leucorrhées, comment elles sont typiques dans le candida. C'est des leucorrhées blanchâtres caillebottées. Ça veut dire qu'elles ressemblent au lait caillé. C'est exactement ça. C'est du lait caillé, plus ou moins abondante, avec une odeur fade. L'odeur est vraiment fade et ça rappelle un petit peu le plâtre frais. C'est vraiment fade et très prurigineuse. C'est ça qui gêne énormément la Donc femme. c'est le motif de consultation. C'est un motif prurite de et les consultation. leucorrhées. C'est le prurite et c'est le leucorrhée blanchâtre comme du lait caillé, cailleboté. Qui indispose. Qui indispose beaucoup. Et l'association de ces deux égale candidose. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire des prélèvements bactériologiques ou pour essayer de rechercher quel est le germe en cause, c'est typique. Et là, on va donner un traitement qui va cibler cette candidose. Le traitement, il est à base, c'est un antimycosique. Quand l'infection, c'est le premier épisode infectieux, le traitement sera à base d'ovules gynécologiques. Il y a plusieurs types d'ovules. Actuellement, l'avantage, c'est des ovules LP. C'est-à-dire on met un seul ovule qui est souvent action prolongée. Voilà, action prolongée, à renouveler une semaine après pour éradiquer complètement l'infection. Et on rajoutera un topique, on rajoutera une crème vulvaire pour agir sur la vulvite. Oui. Parce qu'il y a la candidose, on a la vaginite, qui elle va donner les leucorrhées, et la vulvite, qui elle est à l'origine de ce prurite. Alors on donnera ce antimycosique en crème, plus l'antimycosique en ovule, et on associera avec ça une alcalinisation du pH. Comment on va alcaliniser? Moi, ce que je demande à mes patientes, de se laver uniquement avec de l'eau bicarbonatée. Oui. Comment elle fait? Elle prend de l'eau, 1,5 litre, elle met 3 cuillères de bicarbonate qu'on achète dans partout. Les paquets de bicarbonate. Les paquets simples, exactement, les paquets. Elle met 3 cuillères dans la bouteille d'1,5 litre. Et à chaque fois qu'elle se lave... Excusez-moi, pour 1,5 litre, vous avez combien de... 3 cuillères. 3 cuillères à soupe? 3 cuillères à soupe de bicarbonate, c'est pour avoir de l'eau bicarbonatée. Et elle peut l'utiliser pendant 24 heures pour se laver ou il n'y a pas de problème, elle l'utilise pendant 24 heures parce qu'elle se lavera avec, il n'y a pas de contamination. Et surtout, elle doit se sécher. Oui. Se sécher pas avec le papier, parce que le papier est irritant, il va aggraver la candidose. Elle se sèche avec des serviettes en coton. D'accord. Avec des serviettes en coton. Elle se lave, elle se sèche. Après, elle met sa crème et elle utilisera des sous-vêtements en coton lavés avec du savon de Marseille parce que tous les détergents peuvent donner, aggraver voilà, cette infection. Ça, c'est pour les infections, c'est les épisodes isolés d'infection à candidose. D'accord. Après la deuxième infection... Excusez-moi, et là, est-ce qu'on doit traiter aussi le partenaire? Bon, c'est pas une infection sexuellement transmissible, mais toujours est-il que, est-ce qu'on doit traiter le partenaire? Non, pas spécialement. Oui, le premier épisode, quand elle n'a pas d'infection récidivante, on n'est pas obligé de traiter le partenaire parce que c'est un germe saprophyte. Elle l'a elle-même. Il est devenu pathogène parce qu'elle a elle-même déstabilisé sa flore
et cette déstabilisation, comme je l'ai dit auparavant, elle est secondaire à des facteurs qui sont que j'ai dit, essentiellement le diabète, la contraception. Des facteurs qui vont favoriser la survenue de cette... Mais c'est pas son mari qui lui a donné le candidat, c'est son candidat à elle qui est devenu pathogène. Il y a aussi une chose qui favorise, c'est le port de vêtements serrés. Oui. Ça aussi, ça favorise les infections à candida qu'on trouve souvent chez les jeunes filles, chez les jeunes filles en été, parce que c'est de la macération qui entraîne avec la favorisation. Surtout quand la fibre est synthétique. Exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut des sous-vêtements en coton et des vêtements qui sont non serrés, pour, surtout en été, pour ne pas favoriser la survenue de cette infection à candida. Ça, c'était l'infection la plus fréquente. Après, on a les autres infections. La plus fréquente et la plus peut-être retrouvée chez les femmes enceintes. Oui, aussi. Aussi. Après, on a l'autre infection, on a l'infection bactérienne. L'infection bactérienne, il y a un germe qu'on appelle le Gardnerella. C'est une infection, ce Gardnerella, c'est lui qui est souvent à l'origine de cette infection bactérienne. Là, on a des leucorrhées qui ont un autre aspect, c'est des leucorrhées grisâtres. Elle vous dit, la femme, c'est grisâtre, mais surtout, il y a une odeur un peu de poisson pourri. On retrouve au sniff test. Voilà, c'est un poisson. Elle vous dit, je sens mauvais. C'est l'odeur de poisson pourri avec ces leucorrhées qui sont abondantes et qui sont grisâtres. Et avec parfois des brûlures. Donc leur aspect est caractéristique. Leur aspect est caractéristique. Elles ne sont pas caillebottées, elles sont fluides, grisâtres, odeur de poisson pourri. Là, on sait que c'est du Gardnerella. On va traiter simplement, soit avec un antibiotique, c'est de l'amoxicilline pendant 7 jours, avec du flagyl en ovule. Voilà, là, on va donner du flagyl en ovule et pendant 10 jours. Et comme en donnant un antibiotique, une bêta-lactamine, on aura favorisé la candidose. Malheureusement, on terminera le traitement par un ovule d'antimycosique. Pour ne pas, après avoir traité une vaginose bactérienne, c'est ça, pour être sûr du résultat. Voilà, on est sûr du résultat. On n'aura pas favorisé une vaginose candidosique. Voilà, ça c'est la deuxième infection. Et ces deux infections ne sont pas des infections sexuellement transmissibles. Après, on a la troisième infection vaginale qui est l'infection à trichomonas. L'infection à trichomonas, elle est assez fréquente. Et par contre, celle-là, c'est une IST. C'est une infection sexuellement transmissible. Et là aussi, elle est caractéristique. On a des leucorrhées spumeuses. C'est comme si vous prenez du savon mousseux. Voilà, elles sont spumeuses, aérées, très abondantes. Et leur couleur, elle est vert pistache. C'est vraiment du vert pistache. C'est assez particulier aussi, avec une odeur de paille mouillée, un petit peu. De moisi. Voilà, de moisi, paille mouillée et très abondante. Ça sent mauvais aussi. Et c'est cet aspect de vert pistache très spumeux qui est très révélateur, sachant que cet aspect-là, c'est pas la femme des fois qui vous le donne. C'est quand on examine avec l'examen au spéculum que vous allez avoir les vraies caractéristiques de ces leucorrhées. Elle vous décrit, mais c'est vous qui allez les regarder avec l'examen au spéculum qui est fait chez la femme mariée, bien sûr, qui va et avec la lampe médicale, on va apprécier toutes ces caractéristiques des leucorrhées que je viens de décrire. Alors dans ce cas-là, pour le trichomonas, le trichomonas s'associe lui aussi à du prurit, mais aussi à beaucoup de brûlures vaginales parce qu'il y a de l'inflammation importante. Et dans ce cas-là, le traitement sera à base de flagyl. On a le traitement minute
avec les 2 grammes de flagyl, Oui. c'est 4 comprimés de 500 Oui, mg, une dose unique. dose unique, D'accord. renouvelée 7 jours après. Très bien. Mais on associera aussi à du flagyl par voie vaginale, par ovule, et on mettra toujours un ovule d'antimycosique LP à la fin du traitement pour ne pas favoriser le candida. Mais vu que c'est une infection IST, Donc on traite le partenaire inévitablement. là, le traitement du partenaire est obligatoire. Et ne pas traiter le partenaire expose à une récidive. Et là, le traitement du partenaire est un traitement minute par 4 comprimés de 2 grammes de flagyl, pareil. Donc ça ne demande pas beaucoup d'efforts pour le partenaire. Il faut convaincre. Exactement. C'est pour ça qu'on préfère toujours les traitements minutes, parce qu'il y a de l'observance. Alors que si on y va dans les 7 jours, on n'a pas d'observance. Voilà, on donnera toujours un traitement et on va préconiser aussi des rapports protégés avec un préservatif pendant la durée du traitement pour éviter les réinfections des deux au cours du traitement. Ça, c'était pour l'infection à trichomonas. Maintenant, ça c'est... Et vous la classez dans quelle rubrique? Infection parasitaire? Parasitaire. Voilà, parce que le trichomonas est parasitaire. Voilà, ça c'est l'infection parasitaire. C'est-à-dire, si on récapitule, on a l'infection mycosique, c'est le candida. L'infection bactérienne qui est due au Gardnerella vaginalis, mais aussi à d'autres germes. Il y en a beaucoup, mais c'est essentiellement le Gardnerella qui est le plus retrouvé. Après, on a l'infection parasitaire qui est due au trichomonas. Après, ça, c'est des infections vaginales. Après, on a les infections cervicales. D'accord. Parce qu'il y a dans les infections génitales basses, on a le vagin, on a le col. Pour les infections cervicales, là, on a essentiellement... Donc, c'est les cervicides. Exactement, c'est les cervicides. Les cervicides sont dus... Là, les cervicides, vous n'avez pas beaucoup de leucorrhée. Parce que la leucorrhée physiologique, elle est faite de sécrétions vaginales essentiellement. Là, on est plutôt dans des cervicides, ça veut dire c'est de la glaire. Et là, l'infection est due à 3 germes essentiellement. On a le gonocoque, on a le mycoplasme et le chlamydia. Le mycoplasme, ce n'est pas une IST, parce que le mycoplasme est un germe qui existe physiologiquement dans la flore vaginale, mais il n'est pathogène que quand la concentration du mycoplasme dépasse 10 puissance 4. D'accord. Quand elle est inférieure à 10 puissance 4, c'est un portage sain. D'accord. Et après, on a le gonocoque et le chlamydia. Ces cervicides sont suspectés à l'examen au spéculum, parce qu'elle n'a pas de leucorrhée particulièrement. C'est l'examen au spéculum qui va retrouver un col qui est rouge, avec une rougeur péri-orificielle qui est importante, qui peut saigner au contact, et avec la présence d'une glaire qui soit purulente, et là c'est pratiquement sûr, c'est du gonocoque, ou c'est une glaire louche, parce que la glaire, ça ressemble à du blanc d'œuf. Elle est limpide, translucide. Quand elle est louche, c'est la glaire physiologique. La glaire physiologique. Elle est limpide comme du blanc d'œuf. Quand elle devient louche un petit peu, c'est qu'il y a une cervicite. Sachant que les cervicides peuvent se manifester aussi par ce qu'on appelle des métrorragies de contact. Ça veut dire que la femme, elle consulte parce qu'elle saigne pendant les rapports. C'est ça. Voilà. Là, on peut retrouver comme étiologie à donc ces c'est un indice finalement. C'est un indice. On peut retrouver des cervicides. Là, le gonocoque, pour le traitement du gonocoque, c'est actuellement le traitement, c'est à base de céphalosporine de 3e génération. C'est céfotaxime, c'est la 3e génération. Et le traitement sera... C'est une bêta-lactamine. Oui, bêta-lactamine, céphalosporine de 3e génération. C'est 400 mg en dose unique. Et pour cibler le mycoplasme et le chlamydia,
c'est les germes intracellulaires. D'accord. Intracellulaires. Et c'est des germes intracellulaires. Alors on va donner un antibiotique à action intracellulaire. Et c'est à base d'azithromycine. Oui. Et là, le nouveau schéma thérapeutique, c'est 1 gramme le premier jour, Oui. puis 250. Donc c'est une association Oui. entre la céphalosporine et... Exactement, D'accord. on donne une association, on donnera 1 gramme d'azithromycine J1, après 250 mg pendant 4 jours. D'accord. C'est-à-dire le traitement est de 5 jours. On donne un traitement probabiliste en fin de compte, Oui. qui Oui. associe les deux. Oui. Si on ne veut pas donner de traitement probabiliste, on devra faire un prélèvement de l'endocole D'accord. avec une recherche de ces germes-là. Oui. On ne va pas prescrire uniquement, on dit, prélèvement, ECB des pertes. Oui. Non, il faut spécifier au laboratoire qu'on recherche du gonocoque, D'accord. du mycoplasme. Donc c'est une PCR Non, ce n'est pas une PCR. C'est un examen... C'est un examen spécifique. D'accord. Comme c'est des germes intracellulaires, D'accord. il nécessite une analyse biologique particulière. D'accord. Voilà. Il faut dire, on ne le voit pas à l'examen Oui. direct si on veut, Oui. et ça nécessite une exploration particulière. D'accord. Alors il faut dire à la recherche de gonocoque, de mycoplasme et D'accord. de Le chlamydia. spécifier. Ok. Si on ne veut pas faire ça, on donnera un traitement probabiliste, mais en association. Une céphalosporine 3e génération en traitement en minutes Ouais. et de recontrôler après. et de l'azithromycine pendant 5 jours, et on recontrôlera après. Jusque-là, comme c'est des IST, sauf le mycoplasme, on traite le mari. Et là, le mari, on peut donner un traitement minute lui aussi. On donnera du 400 mg de céphalosporine 3e génération, associé. Lui, par contre, on peut ne pas donner les 5 jours d'azithromycine, mais on donnera 2 grammes en une prise. D'accord. Et c'est souvent les maris, enfin les hommes aussi qui viennent consulter pour... Chez nous, on ne reçoit pas les hommes. Moi, je les ai reçus pendant longtemps durant mon exercice. Votre exercice, oui. Disons que nous... C'est en général des hommes avec des multipartenaires, je dirais des... Oui, mais nous on reçoit les femmes. Oui, nous on reçoit les femmes, on ne reçoit pas les hommes. Oui, vous dans les services de jeunesse, c'est sûr. On reçoit les femmes. Mais en consultation en externe, on reçoit vous recevez les hommes. Très paniqués en général parce que c'est des jeunes. Voilà, parce qu'ils ont peur d'avoir autre chose peut-être après. Tout à fait. Là, nous on reçoit les femmes, mais l'erreur c'est de ne pas traiter le partenaire. Ouais. Il faut systématiquement traiter les deux puisque c'est une IST. Et j'insiste sur les cervicites parce que les cervicites, le problème du chlamydia et du gonocoque, c'est que ça peut donner des infections génitales hautes. Ça veut dire des endométrites et des salpingites. Et le gros problème des salpingites à chlamydia, c'est que elles sont dans 50% des cas asymptomatiques. D'accord. Elles ne sont pas bourbillantes. Ouais. Et le fait qu'elles soient asymptomatiques, elles passent inaperçues. Elle va donner des séquelles et on va découvrir cette infection au décours de l'exploration d'une infertilité. Très souvent. Très souvent. Voilà, le problème est là, c'est que c'est pour ça qu'il faut bien examiner au spéculum et bien regarder cette glaire. Parce que vous n'avez pas de leucorrhée. Vous avez une glaire qui est pathologique, une rougeur qui vous paraît pas normale autour du col. Et il faut prêter attention à ça, même si on traite en excès, parce que derrière, on peut avoir de l'infertilité. C'est ça ce qui est très important à connaître. Donc le danger, c'est la clinique qui est peu ou asymptomatique. Voilà. Le danger, c'est que la clinique est peu ou asymptomatique. Ça veut dire que si on doit faire un examen au spéculum pour n'importe quel motif de consultation, notamment de la contraception, vraiment un motif de consultation autre, il faut quand même prêter attention à cet aspect du col et de cette glaire pour essayer d'éviter des complications qui peuvent être quand même très fâcheuses pour la maladie. Voilà pour les infections vaginales et cervicales autres que virales. Voilà, maintenant,
voilà pour les infections génitales basses. Eh ben, vous avez été très très clair. Merci beaucoup. Et là, donc, je vais vous poser une autre question. Oui. Alors, c'est par rapport au HPV. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler comment, donc, quels sont les risques liés au HPV et quelles sont aussi les modalités diagnostiques et surtout la prévention et la surveillance surtout. C'est quand même une pathologie très importante. Exactement. Alors, c'est une question qui me tient toujours à cœur parce que l'HPV, toute femme qui entend HPV a peur du cancer du col. Oui. Alors, les infections HPV, c'est des infections virales, voilà, et il faut savoir qu'il y a deux types d'HPV. Oui. Il y a de l'HPV qu'on appelle non oncogène, ça veut dire qu'il ne vous donnera jamais de cancer, et des HPV oncogènes. En fait, il y a une famille d'HPV, si je comprends bien. Il y en a beaucoup, plusieurs, des centaines d'HPV. Oui, après ça dépend. Voilà, de types. Il y a des centaines de types d'HPV. C'est ça. Et après, selon le type d'HPV, vous avez des HPV non oncogènes. Et les plus fréquents, c'est le type 6 et 11. Ceux-là vont vous donner des condylomes. Et des condylomes acuminés. C'est comme les condylomes que vous avez, les verrues. C'est exactement des verrues. Et ces verrues-là ne deviendront jamais cancer. Ben, très bien, vous me rassurez. Ça ne deviendra jamais cancer. C'est les non-oncogènes. Mais le gros problème, c'est l'HPV oncogène. Et le problème de l'HPV oncogène, c'est qu'il ne donne pas de verrues. Il rentre dans la cellule et il rentre dans le noyau de la cellule. Et il va modifier la structure cellulaire. Et lui, il est oncogène. Et alors, l'HPV, les infections à HPV, 80% des femmes durant leur vie génitale vont attraper de l'HPV. D'accord, par contact. L'HPV, ça s'attrape après les rapports. Mais c'est pas une IST, il y a de l'HPV partout. C'est juste parce que le rapport va faire rentrer, si on veut, l'HPV. 80% de ces femmes-là vont avoir de l'HPV. Mais 80% des femmes qui vont avoir de l'HPV vont faire ce qu'on appelle de la clearance de l'HPV. Au bout de 2 ans, elles vont les évacuer. Et elles vont l'évacuer. Ça veut dire l'HPV va rentrer, on aura infection à HPV. Dans 80%, au bout de 2 ans, elle n'a plus d'infection à HPV. Elle l'a éliminée spontanément. Spontanément grâce à son immunité personnelle. C'est l'immunité cellulaire. Ça fait intervenir de l'immunité cellulaire. Son immunité à elle. Elle va l'évacuer. Parmi les 20% qui ne vont pas évacuer, il y en aura certaines, celles qui ont de l'HPV oncogène, cet HPV va modifier les cellules et on va avoir des lésions précancéreuses. Ça passe de lésions à bas grade jusqu'à la lésion de haut grade. Dysplasie légère, dysplasie modérée, dysplasie sévère vers le cancer du col. Ça veut dire que là, on a une histoire naturelle du cancer du col. C'est l'oncogénèse en quelque sorte. C'est l'oncogénèse. Puis ce qui est important, ce que les femmes doivent savoir, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai un HPV même oncogène et le plus oncogène c'est le type 16, après on a le 18, c'est les plus oncogènes. C'est pas parce qu'elle a aujourd'hui un HPV oncogène que demain elle aura un cancer. Ça prendra à peu près plus d'une dizaine d'années pour que ça devienne un cancer in situ, entre le portage viral et la genèse du cancer in situ. D'où l'intérêt du diagnostic et de la surveillance. D'où l'intérêt du dépistage. Ça veut dire qu'on a quand même 10 ans pour le trouver. Et pour le surveiller. Et si j'arrive à le surveiller, j'arrive à le trouver en lésion modérée, en dysplasie modérée, voire sévère, j'ai encore du temps pour l'enlever avant que ça devienne un cancer. C'est pour ça que c'est dommage qu'on arrive encore à avoir autant de cancers du col. C'est parce que c'est entre 10 et 15 ans, ça veut dire pendant ces minimum la patiente aura eu tout le temps de se faire dépister et elle aurait eu tout le temps
de traiter sa lésion de haut grade avant qu'elle devienne un cancer in situ. Même quand elle est en dysplasie légère. Plus de 50% des dysplasies légères, on a quand même 10 ans pour trouver cette lésion. Alors 50% de ces bas grades vont régresser. D'accord. Ça veut dire que là, c'est quand même peu de femmes qui vont arriver au cancer du col. Et ça, c'est important de le sensibiliser aux femmes parce que dès qu'elles voient lésion HPV, elles sont dans la grande panique. J'ai un cancer. Oui. Non. Oui. Vous n'avez pas de cancer. Et même si vous allez l'avoir, vous avez beaucoup de temps devant vous avant que vous l'ayez et on doit agir au bon moment pour que vous ne l'ayez pas. Et comment on va agir? C'est en faisant un bon dépistage. Et le dépistage comment? Le dépistage commence à partir de l'âge de 25 ans chez une femme mariée. On fait un frottis cervico-vaginal qui va être renouvelé 1 an après s'il est normal. Et en cas de normalité de 2 frottis à 1 an d'intervalle, on refait tous les 3 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. Et si tout est normal jusqu'à l'âge de 65 ans, on arrête le dépistage. Et s'il y a une anomalie au frottis cervico-vaginal, là on va adresser vers un spécialiste qui fera une colposcopie, une visualisation de ce col grâce au colposcope qui est un microscope, et il va faire une biopsie d'une lésion qu'il verra. Et là, on va faire le diagnostic de cette lésion de haut grade, si elle est existante, et on va éviter à cette femme d'avoir un cancer du col. D'accord. Donc là, c'est toute la panoplie de la surveillance. Exactement. C'est ça. Là, c'est le dépistage. Et malheureusement... Le dépistage et la surveillance. C'est le dépistage et la surveillance. Et malheureusement, le dépistage, il n'a pas atteint un maximum de femmes dans la population. Beaucoup de femmes ne viennent pas pour se faire dépister. Alors que c'est gratuit au niveau des PMI. Et ce dépistage peut être fait par une sage-femme, par un généraliste. Il n'est pas spécialement fait par un gynécologue, loin de là. Oui, d'accord. Et donc, et concernant la vaccination contre le HPV, est-ce qu'elle existe chez nous? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la prévention du cancer du col, on a 3 types de prévention. On a la prévention primaire, c'est par la vaccination, parce que dans 99%, le cancer du col est HPV induit. Il est dû à l'HPV. D'accord. En association avec des facteurs de risque qui sont essentiellement la multiparité, l'âge du mariage très précoce ou l'âge du premier rapport précoce, la contraception orale en continu au-delà de 5 ans, et le tabagisme et les autres l'immunodépression, surtout l'HIV. Et il est HPV induit. Alors, sa prévention primaire va passer par la vaccination. Il n'y a pas d'HPV, il n'y a pas de cancer du col. Alors que la prévention secondaire va passer par le dépistage, par le frottis cervico-vaginal. Et la vaccination n'existe pas en Algérie. D'accord, malheureusement. Ça viendra peut-être. Normalement, Inch'Allah, peut-être que ça va venir. Elle est de plus en plus préconisée dans le monde. Il y a des pays... Et on vaccine très tôt aussi. Alors, la vaccination se fait entre 9 et 11 ans. C'est ça. Mais on peut avoir ce qu'on appelle la vaccination de rattrapage. Ça veut dire plus tard. Le plus important, c'est d'avoir une vaccination avant le premier rapport. C'est ça. À l'étranger, ils ont établi le 9-11 ans parce que la sexualité commence précocement. Mais chez nous, si on le fait avant le mariage, c'est pas un souci. C'est ce qu'on appelle la vaccination de rattrapage. Avant le premier rapport. D'accord, très bien. Et actuellement, ça doit aller de pair avec le fameux certificat prénuptial. Ça devrait être de pair, oui, mais on n'a pas le vaccin en Algérie. Voilà, on l'a pas. Plus tard, Inch'Allah. Et actuellement, dans le monde, il y a le non-avalant. Ça veut dire il y a 9 HPV
qui sont dans ce vaccin, notamment deux non-oncogènes qui sont le 9 et le 11, parce que... Il se base donc sur le génotype finalement. Voilà, sur le type. Le type. Voilà, il y a deux non-oncogènes qui sont le 6 et le 11. Pourquoi même le non-oncogène? Parce que le 16 et le 18 sont... Voilà, et il y a tous les autres, 16, 18, il y a du 50, 52, 53. Il y a d'autres oncogènes, parce qu'il y a 13 oncogènes essentiellement, mais ils ont choisi les plus fréquents. Il y en a 7 oncogènes et 2 non-oncogènes, parce que même les condylomes accumulés sont un problème de santé publique dans certains pays du monde. Alors du coup, ils les éliminent aussi avec ce vaccin. Et actuellement, certains pays, la vaccination est pratiquement obligatoire dans les écoles déjà, dès le jeune âge, et ils arrivent à avoir un taux d'HPV qui a régressé. Et il faut savoir que le recul de la vaccination anti-HPV, elle est de 22 ans actuellement. C'est pas un truc récent. C'est assez récent en termes de vaccination. Mais il y a du recul. Oui, il y a du recul. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, professeur Mayrouche, pour ce beau débat, parce que vraiment, vous nous avez appris beaucoup de choses. Vous avez été très clair. Et donc, à une autre fois, Inch'Allah, j'aimerais bien qu'on parle du cancer, de la prévention du cancer du col. Inch'Allah. Apparemment, c'est votre cheval de bataille. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup, professeur. Je vous remercie. À bientôt.